Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les brigades internationales. 1. La naissance des brigades. Lorsque le 18 juillet 1936, le général Franco et ses sbires déclarent la guerre à la République espagnole, avec le soutien d'une noblesse revancharde, d'une bourgeoisie terrienne ou affairiste, d'intérêts financiers étrangers, avec la bénédiction d'une église sauf au Pays basque, moyenâgeuse et gagnée à l'idée de croisade, s'ouvrent à Barcelone les Spartakiades, réponse sportive du monde du travail aux Jeux Olympiques, organisés à Berlin sous la coprésidence d'Adolf Hitler avec L'. Admiration affichée d'une partie du Gotha international. Ces Jeux sont aussitôt annulés. Les participants plient bagages. Une centaine d'entre eux s'engagent dans les milices ou les centuries rapidement constituées selon les nuances politiques. Ils symbolisent les prémices des brigades internationales. La veille du 18 juillet, aux Canaries et au Maroc espagnol, tout ce qui est susceptible d'être républicain dans le domaine civil ou militaire est passé par les armes. Les généraux Queipo de Llano, Milán d'Astray, Yagu, Varela, rivalisent en brutalité. Les forces rebelles sont constituées de la majorité de l'armée de métier, sauf la marine, loyaliste, l'aviation quasiment inexistante, et de la Guardia Civile, du Tercio, légion étrangère, des dizaines de milliers de regulares, soldats berbères du Maroc espagnol, des requêtés intégristes catholiques navarrais, des monarchistes, des carlistes, une des dynasties royales, de l'imposante phalange organisation fasciste, de 20 000 volontaires portugais, des irlandais, de 50 000 Italiens motorisés, de 16 000 Allemands, 6 000 dans l'aviation Légion Condor, spécialistes de l'armement sophistiqué, de 500 Français. S'ajoute aussi le matériel militaire lourd et moderne, remis par l'Allemagne et l'Italie. Le 23 juillet, puis le 2 août 1936, le président français Léon Blum, subissant la pression du gouvernement britannique et l'atermoiement du Parti radical socialiste, propose la non-intervention. Signée les 7 et 8 août par les parties prenantes, celle-ci ne sera jamais respectée par l'Allemagne et l'Italie. L'Espagne légale ne réclame que des armes. Elle se sent trahie. La frontière est fermée côté français, durant des périodes plutôt longues. À cela s'ajoute le blocus des ports. Les premiers départs pour l'Espagne se dessinent en août. En octobre, c'est l'afflux. Le mouvement, spontané en ses débuts, prend appui en France sur une structure d'entraide au peuple espagnol qui se crée à Paris et sur le comité Amsterdam Pleyel, composé d'intellectuels antifascistes. Au niveau planétaire, des milliers de comités de soutien se constituent. À titre anecdotique, aux États-Unis, Eleanor Roosevelt, l'épouse du président des USA, les acteurs ou actrices Marlène Dietrich, Joan Crawford, Clark Gable soutiennent publiquement le gouvernement légal. L'acteur Errol Flynn rend visite aux combattants américains. Le 23 avril 1938, Duke Ellington organise un concert en l'honneur de l'Amicale des volontaires américains. Ernest Hemingway offrira une partie de sa fortune à la République. En France, les organisations démocratiques réagissent. La MOI, main-d'œuvre immigrée, qui rassemble les travailleurs étrangers et facilite leur accueil, structure dont la colonne vertébrale est le syndicalisme, mobilise les énergies. Les adhésions au départ se multiplient. 2. L'Ejército Popular. Les forces séditieuses bénéficient d'un pont aérien organisé par les Allemands, qui relie le Maroc espagnol à l'Andalousie. Elles se sont emparées face à une résistance populaire mal armée, de Séville, Cordoue, Cadix, Badajoz, de la Navarre, de Burgos, de l'Extremadure, quasiment de la vieille Castille, de Salamanque, Valladolid, Saragosse, Majorque. Elles progressent à partir de leurs points d'appui, en particulier du sud-ouest vers le nord-ouest, et assurent rapidement une jonction, de nature stratégique, entre l'armée du Sud et celle du Nord. Ils ont tué Federico. Le grand poète et homme de théâtre García Lorca est lâchement abattu à Viznár, à 8 km de Grenade, le 19 août 1936. La puissante phalange a matérialisé sa haine. Assassiné un génie, répondant ainsi à l'appel au meurtre des intellectuels hurlé par Milán d'Astray à l'université de Salamanque, éliminer un républicain de gauche, martyriser enfin un homosexuel. Il y avait là un champ de très vieux oliviers, et ce fut là qu'ils exécutèrent leurs victimes, García Lorca et ses 3 compagnons d'infortune, dont le maître d'école. Il et le fossoyeur les enterra dans une fosse étroite, l'un au-dessus de l'autre.
Les trois fiancés de l'Andalousie, expression tirée d'un poème espagnol, Grenade, Séville et Cordoue, cités imprégnées de la riche civilisation arabo-andalouse, sont sur le champ soumises au joug inquisitorial. Chez les républicains, c'est l'inquiétude, la désunion. Socialistes, communistes, centristes, anarchistes, trotskistes, poumistes, POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, dissidence du Parti communiste espagnol, rassemblant quelques centaines de militants, se déchirent. Au front, les pertes sont lourdes. Le territoire légal se réduit. Cependant, l'effort pour constituer une armée du peuple commandée par des officiers jeunes, compétents et fidèles, porte ses fruits. En octobre 1936, toutes les composantes républicaines se regroupent. La dissidence armée CNTFAI, éphémère, de mai 1937 à Barcelone, n'y change rien. Particularité, la présidence de la République et celle du Conseil seront toujours socialistes. Dans les semaines qui suivent le pronunciamento, l'arrimage aux diverses milices semble être le meilleur vecteur pour se battre. Une forme d'organisation que paraissent privilégier les anarchistes, certains trotskistes et les poumistes, avec une priorité donnée à la révolution et à la collectivisation. Les républicains modérés, les socialistes et les communistes s'orientent vers une structure disciplinée, formée à la guerre moderne, une armée populaire. Pour eux, la défense de la République prime. Le 5e régiment, essentiellement communiste, fer de lance du projet, est en voie de structuration. L'Ejército Popular, formalisé rapidement, entre dans la bataille. Ses officiers, même supérieurs, listés Modesto El Campesino, sortent du rang. Cette armée se substitue officiellement, mais pas totalement, aux milices peu enclines à la discipline et aux combats programmés et stratégiques. L'institution militaire impose officiellement en guise de salut militaire, dans toutes les unités y compris les brigades internationales, le point rapporté au front, à hauteur de la tempe. Un coup d'œil clair et net à la préconisation. À la main tendue nous opposerons le point, hérité de l'Allemagne anti-nazie. 3. L'engagement des brigades. Avec comme point fort octobre 1936, nous l'avons déjà précisé, 35 000 hommes et nombre de femmes dans les services paramédicaux et de santé abandonnent tout, parents, conjoints, enfants, amis, métiers, études, quartiers, villages, pour aider la République. Ils arrivent au fil des mois. Ils ont entre 16 et 55 ans et viennent de 51 à 53 pays. Une solidarité exemplaire. De 3 000 à 7 000 de ces combattants, selon diverses statistiques, appartiennent à la communauté juive. Nombreux, ils arrivent en leur qualité de communistes, de socialistes, de francs-maçons, de simples démocrates et bien entendu, d'antifascistes. Ils constituent le tiers du contingent américain. On les retrouve en quasi-majorité chez les Autrichiens, les Allemands, les Polonais, les Balkaniques, déjà persécutés par les nazis et pour la plupart en situation d'exil. La presque totalité des Palestiniens sont juifs. La compagnie Bovin, forte de 180 hommes, est totalement juive. Les 4 plus grands photographes de guerre étrangers, côté républicain, appartiennent à cette communauté. Gelda Taro, l'Allemande qui mourra accidentellement à Brunette, écrasée par un char républicain, Kappa le Hongrois, Stein l'Allemand, Chim le Polonais, reporter au magazine communiste français Regard. Concernant l'intervention de non-nationaux, un rapport des forces disproportionné. Côté franquiste, les Italiens, Allemands, Portugais, Irlandais, Marocains, légionnaires, le tertio, totalisent environ, en données cumulées, un peu plus de 200 000 soldats. Côté gouvernement, on compte 35 000 brigadistes et 2 à 3 000 techniciens et experts. Un rapport proche de 1 à 6. Les combats, meurtriers, feront que des combattants espagnols combleront les vides occasionnés dans les brigades. À partir du début 1938, le recrutement des volontaires se tarit au fil du temps. Dès septembre de la même année, le gouvernement républicain, peut-être dans l'espoir de rétablir le rapport des forces, cherche un accord avec Franco sur le départ d'Espagne de tous les combattants étrangers. Il demande à ses brigadistes de quitter le pays, alors que rien ou presque rien ne se passe dans l'autre camp. Le défilé à Barcelone, qui précède leur départ, sera un crève-cœur. Mais revenons à ce mois d'octobre 1936 à partir duquel se succèdent les vagues de volontaires. Il est intéressant de noter le puissant engagement politique de ces derniers. L'extrême gauche est fortement représentée.
Entre 49 et 58% des Français sont communistes, PCF ou JCF. Les communistes sont encore plus nombreux, en pourcentage, chez les Allemands, les Italiens, les Polonais et les Balkaniques. Les autres, des républicains modérés aux anarchistes, appartiennent aux différents courants de la pensée humaniste. Répétons-nous, l'antifascisme prévaut. Le soir même du 18 juillet 1936, la Pasionaria, secrétaire générale du Parti communiste espagnol, dans un discours symbole, reprend le mot d'ordre confié aux soldats français en 1914, « No pasarán ». Sa préconisation est forte, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Au plan international, le Comintern prend la direction des opérations avec perspicacité. Acheminer 35 000 volontaires au fil des mois n'est pas rien. L'Espagne n'a pas demandé aux combattants étrangers d'intervenir. Elle veut uniquement des armes lourdes et modernes. À Albacete, sous l'autorité d'un commissaire politique, Vital Gaiman, André Marty aux méthodes plutôt contestées, puis Maurice Lamp, se constituent les brigades, dans la précipitation au début, rationnellement ensuite. Parler la même langue demeure la communication indispensable dans la compréhension des ordres et dans le combat. Les regroupements tiennent compte de cet élément. 6 brigades sont mises sur pied, 1 ou 2 autres seront mornées. De la 11e à la 15e, et la 129 est, la plus internationale qui compte 40 nationalités. Elles seront toujours remaniées, en fonction de l'évolution du front et de l'importance des pertes. Les 10 premières brigades sont espagnoles. Les combattants entrent dans la légende aux côtés de l'armée populaire avec laquelle ils participent aux offensives et batailles, engagés dans les secteurs les plus sensibles du front, affectés chaque fois de pertes importantes compensées par l'apport de nationaux volontaires. Les désertions, des désobéissances, voire quelques trahisons seront enregistrées. Les fautes graves seront durement réprimées. Ces unités relèvent de l'état-major républicain. Mais l'armement lourd et moderne fait défaut. L'Union soviétique et le Mexique pauvre en moyens aident l'Espagne. De même, Jean Moulin, directeur de cabinet du sous-secrétaire d'État Pierre Cotte, porte assistance. Il le fait indirectement à cause de l'accord de non-intervention, en particulier dans le domaine de l'aviation et par des circuits improvisés. Toujours dans le secteur de l'aide, le Parti communiste français crée une société dénommée France Navigation et achète de vieux bateaux et cargos aux pays nordiques. La République est ravitaillée par mer malgré le blocus des ports. L'armée républicaine, avec l'intervention des brigades, parfois dans des opérations suicides, sauve Madrid. Munis d'armes légères, les défenseurs de la capitale comptabilisent des dommages considérables. Les leaders, anarchistes Durruti et communistes allemands Beimler, perdent la vie. La 5e colonne franquiste, censée se situer à l'intérieur de la capitale, n'a pas réussi à déstabiliser le front. 4. L'évolution de la guerre. Au début du siècle en Espagne, l'espérance de vie était d'environ 35 ans, la même qu'à l'époque de Ferdinand et d'Isabelle, 400 ans plus tôt. Le taux d'alphabétisme atteignait en moyenne 64%. 2/3 de la population du pays travaillait encore la terre. En plein conflit, l'État développe un programme d'alphabétisation ambitieux en direction des ouvriers et surtout des paysans, en grand nombre incultes. Apprendre à lire et à écrire, c'est connaître et comprendre la República, c'est l'aimer et la défendre. L'effort se poursuit jusque dans les unités militaires. Au sein de la France progressiste, l'espoir se résume dans l'expression « l'Espagne au cœur ». La guerre civile est d'une rare cruauté. Le cri de ralliement des fascistes, initié par le général Milan d'Astraï à l'université de Salamanque, en opposition au recteur Miguel de Unamuno, devient Viva la muerte. À Séville, en juillet 1936, les prisonniers républicains sont passés au couteau et au fil de l'épée. À Badajoz, en août, 1800 légalistes sont exécutés en 12 heures dans le Toril devant 3000 spectateurs. À Malaga, l'année suivante, les nationalistes abattent, souvent sans jugement, tous les suspects. À Tolède, ils achèvent à l'hôpital les blessés rouges. Dans les Asturies se retrouvent les mêmes scènes. Les Regulares, tirailleurs marocains et le Tercio, légion étrangère, rivalisent en férocité. L'écrivain Bernanos dénonce, des Baléares, les crimes commis par les franquistes. Saint-Exupéry écrit « Ici on fusille comme on déboise ». Franco promet, si nécessaire, de faire fusiller la moitié de l'Espagne. Et l'autre moitié ?
Une moitié de l'Espagne saura vous glacer le cœur, soulignera l'écrivain Antonio Machado. Côté républicain, le désespoir se traduit par de la fureur accompagnée de violence, malgré les désaveux pressants et constants des dirigeants et des institutions légales. Ce fut le mysticisme fanatique de l'Église qui fit naître pour une part l'anticléricalisme en Espagne, en particulier les prétendus miracles, qui dans les années 30, impliquaient souvent un rouge censément en train de commettre un sacrilège et tombant foudroyé sur place. Les bitas, ces femmes de noir vêtues qui obéissaient au moindre mot de leurs prêtres comme les membres d'une secte à leur gourou, étaient prêtes à croire en n'importe quoi, aussi ridicule que cela ait pu être. Des siècles de fanatisme et de superstition soutenus par l'Inquisition avaient gravé cette image dans les esprits européens. En 1936, la déchristianisation concerne déjà nombre de citoyens, ouvriers d'usines, prolétaires ruraux en partie, libertaires, représentants de l'art de la littérature et des sciences, intellectuels, francs-maçons. Le fait que la fréquentation des églises ait été la plus basse de tous les pays chrétiens n'empêchait pas le cardinal Segura de déclarer qu'en Espagne on était soit catholique, soit rien du tout. Moins de 20% de la population allait à la messe, mentionne Anthony Bivor dans la page 64 de La guerre d'Espagne, livre de poche. L'armée, l'Église et les possédants dominants sont coalisés en un bloc insécable et cruel. Leur comportement est d'une brutalité sans limite à l'endroit d'un peuple, au sens peuple classe sociale, humilié, composé en grande partie d'exploités, de déshérités, de chômeurs, de miséreux, de mendiants, d'incultes et d'analphabètes majoritairement ruraux. Plus de 7000 prêtres sont assassinés. Des massacres inqualifiables, une tâche sombre pour le camp républicain même si, nous l'avons déjà précisé, les institutions officielles condamnent fermement ces crimes. C'est que, pour une partie non négligeable de la population, le clergé l'a trahi. Le reproche s'adresse à la hiérarchie, rassemblée derrière Franco, aux simples ecclésiastiques accusés d'être sans état d'âme, avec le hobereau contre le paysan, avec le patron contre le travailleur. Pourtant, le clergé basque et un nombre non évalué de curés de campagne se rangent du côté de la légalité. Les Basques suivent le rite catholique avant de se rendre au front à la fin des hostilités. Des dizaines de prêtres basques seront exécutés ou lourdement condamnés. Les représentations protestantes, ultra-minoritaires sur le sol ibérique, demeurent fidèles à la République. Sanctions légales, règlements de compte, justice expéditive, exécution sommaire s'entremêlent. La violence se déploie et se généralise des deux côtés du front. Les tribunaux populaires, légalisés, s'avèrent utiles et même nécessaires, mais pas toujours empreints du sens de l'équité. La colère voire la revanche pèsent tant soit peu dans les décisions de justice. En face, c'est la politique de l'effroi et de l'horreur. Lorsqu'une ville est conquise, des centaines voire des milliers d'habitants sont exécutés sur le champ. En Castille, dès qu'un village est occupé, les nationalistes mettent en place un comité local composé de 3 éradicateurs. Un militaire gradé, un notable phalangiste, un homme d'église avec sans appel droit de vie et de mort sur qui que ce soit. Les curés bénissent les fusillades et les fusillés, sans leur demander leur accord préalable. Ces supplices se font souvent aux deux bouts de la journée, ou la nuit, pour maximaliser l'effet de terreur. On va, entre amis, assister aux exécutions comme on va s'épanouir face à un spectacle réjouissant, sans oublier bien sûr le prêtre et le féodal du coin. L'épouvante et la panique sont ritualisées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.